Oui, oui, j'accepte. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 19 du podcast de Hockey sur demande. Comme les 18 premières semaines, je suis accompagné de mon bon ami Stéphane Grenier d'Entrechum. Salut Stéphane. Et Max, comment ça va? Ça va très bien toi? Ça va super bien, ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, on va pas se casser le basic pour trouver des sujets. On va revenir sur la date limite des transactions qui a eu lieu lundi dernier. Quelques trades assez intéressants là, qui ont eu lieu lors de cette date limite des transactions-là. Évidemment, avant ça, on va revenir. En fait, on va pas revenir, mais on va aller avec notre segment coup de cœur et coup de pied de la semaine. Et on va terminer, bien évidemment, avec le segment sur réception où je vais poser 4 belles petites questions à Stéphane. Et la Yes, façon sir. qu'on va également y aller pour le trade deadline, on va commencer par ce que le Canadien a fait. Et ensuite, on va s'attarder vraiment là, sur ce que les autres équipes là, ont réalisé lors de cette fameuse journée des transactions. Donc, Stéphane, je ne sais pas si tu es prêt. Yes, on est prêt, let's go. On start ça. Fait qu'on on va y aller avec le coup de cœur de la semaine. Je vais te laisser y aller en premier pour celui-là. Écoute, moi, c'est un petit peu comique parce que j'ai trouvé ça incroyable. Ça va être. Tout le monde connaît Kevin Weeks. Alors, moi, c'est mon coup de cœur de la semaine Oui. à cause du trade deadline. Donc, ceux qui m'ont suivi sur Twitter, j'ai été quand même assez actif là, jusqu'à peut-être 2 heures. Là, travail oblige après. Il fallait que je me concentre à mon boulot. Mais j'ai essayé de retweeter le plus possible. Puis écoute, la seule affaire qu'on voyait, c'est Kevin Weeks avec des derrière différents à chaque trade. Donc, Il a pas thumbs fait up. genre, il a pas breaké un trade, genre il était dans une boîte de pick-up de quoi de Oui, même, il était. ouais. C'était Le n'importe premier quoi. retrace, c'est une boîte de pick-up. Pour ça s'est rendu dans les coulisses de où ce qu'il travaille. Ça a fini dans une salle de bain. Aussi, il y en avait partout. Donc, je vais juste dire gros coup de cœur. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on le dit, puis je pense que tous les médias sont d'accord. C'est une journée qui est lourde en médias parce que tout le monde va avoir la nouvelle la plus vite. Puis écoute, avec les insiders qu'on a sur Twitter, c'est tout le temps d'autres qui les ont. Mais c'est difficile. On voit souvent des réseaux sociaux puis des télévisions être là pendant de 7 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir, puis ça fait juste parler de ça. Mais bravo parce que ça a amené, je pense, un vent de fraîcheur. Puis bravo à Kevin Weeks parce que ça a comme dédramatisé la journée, je trouve. Ça a apporté une affaire plus le fun à la journée. Puis écoute, il y avait du monde qui retweetait puis qui disait bon, c'est quoi le next? Où est-ce qu'il s'en va? Maintenant, Kevin Weeks sur la Lune, puis en dehors. Puis écoute, ça a été super drôle. Fait que thumbs up à Kevin Weeks, c'était pas pire. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, ça n'a aucun lien avec mon coup de cœur, mes coups de pied, mais j'ai été étonné par contre qu'il n'y a pas eu. En tout cas, moi, j'en ai pas vu des faux comptes là, qui s'amusaient à tweeter de la merde puis des fausses transactions. J'en ai pas vu passer vraiment cette année, donc Non, t'as raison. ça fait du bien. Oui, ça fait Pour du vrai, bien. là. Puis, tu sais, il y a eu une couple de comptes petits qui annonçaient des nouvelles que tu faisais, on va attendre avant de retweeter puis checker. Mais je vais dire comme toi, c'est un bon point que tu apportes. Il n'y a pas eu grand faux comptes, là, les fameuses transactions que même on a eu avant, avant la période qui se sont dit à la télévision. Donc, je pense que c'est correct, le monde a fait attention. Sinon, mon coup de cœur de la semaine, ça va aller aux Canadiens de Montréal pour leur fraîcheur aussi, parce que on n'a pas vu ça souvent, une équipe qui fait comme un stream sur Twitch où les fans peuvent poser des questions. Ça s'est fait mardi après la date limite des transactions où Ken Hughes et Jeff Gorton étaient là. Et Chantal Maccabé là, qui chapeautait ça, qui posait des questions des partisans aux dirigeants là, Gorton et Hughes. On n'aurait pas vu ça sur l'air de Marc Bergevin, pas mal convaincu. Puis c'est rien contre Marc Bergevin, mais on sentait que c'était plus conservateur, moins outside of the box. Puis il n'y a pas grande équipe vraiment qui ont fait ça à travers la ligue, là, des streams là, pour inviter les partisans à s'exprimer. Je tiens à dire que les questions n'étaient pas toutes brillantes, malheureusement, Ah, ben mais ça. au moins l'initiative était quand même très bonne là, pour les partisans du Canadien. Donc, ça fait du bien de voir ça. Est-ce que c'est Chantal qui a eu l'idée derrière tout ça? Je ne serais même pas étonné. Je Non, moi non pense plus. que quand elle disait qu'elle voulait un peu, pas révolutionner, mais changer des choses au sein de l'organisation, on voit qu'il y a déjà un petit peu plus de proximité chez le Canadien entre les dirigeants et les partisans. Est-ce que ça va durer? Je l'espère. Mais à date, là, thumbs up à l'organisation. Là, puis en plus, Ken Hughes, qui, il n'a pas dévoilé tout son jeu, mais c'est pas tant caché non plus. Le côté de Jeff Petrie, il a carrément dit, il dit cet été, on va essayer de l'échanger, mais il faut que ça fitte pour les deux, sinon il va rester avec nous autres. Alors que Exact. Marc Bergevin a probablement dit, je ne vais pas discuter de transactions, Pas comme moi, ça, on verra cet été. Mais Hughes est vraiment plus transparent. Euh, Fait que non, ça fait du bien de voir ça du côté du Canadien. Je pense que tu as raison. Puis écoute, c'était mon sujet numéro 4, Chantal Maccabé, parce que je trouvais ça important que tu. Puis je suis content que ce soit ton coup de cœur parce qu'on n'en parle pas assez, mais oui, il y a eu un changement drastique au niveau de l'organisation du Canadien depuis son arrivée. Puis
Je pense que d'avoir une femme qui a été longtemps au niveau des médias, qui rapporte maintenant aux Canadiens, va apporter une meilleure proximité. Puis je pense que ça apparaît aussi au niveau des fans. Si on regarde les games de hockey à la télévision, même son père, le monde sont déchaînés dans les estrades, puis c'est le fun. Puis pour moi, avoir été le 17, c'était la même chose contre Dallas. Donc, écoute, je trouve ça important de l'annoncer puis de le reprendre, c'est vrai. Puis en même temps, quand tu parles de Ken Hughes, la grosse différence, je pense, c'est qu'il a peut-être compris, lui, que tu ne peux pas rien cacher de toute façon à Montréal. Tout ça c'est, puis plus que tu en caches, pire que c'est. Plus que les médias vont faire des niaiseries, puis plus que les médias vont en chialer, et surtout vont aller de dire des choses qui ne devraient peut-être pas se dire. Donc, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, puis de faire comprendre que les partisans, mais c'est quand même nous autres qui payent les maudits billets de hockey, là. Entre vous et moi, c'est nous autres qui payent pour les salaires des joueurs. Donc, juste en étant un petit peu plus ouvert au niveau des médias puis au niveau des fans, notamment, comme tu dis, comme l'événement Twitch, ça apporte quelque chose de renouveau. Puis c'est des choses qu'on voit dans d'autres marchés. Donc, faut m'en arriver en 2020, je pense. Puis les Canadiens, enfin, arrivent dans ce côté-là. Là. Sinon, si on y va avec le coup de pied de la semaine, je vais te laisser aller encore une fois en premier pour celui-là. Écoute, moi, c'est Kotkaniemi puis son commentaire de M. Donc, écoute, prolongation de contrat de Kotkaniemi de 4,93, je pense, par année pour 8 ans. Donc, je suis super content pour lui, mais de dire que quand tu es arrivé en Caroline, tu as enfin réussi à redécouvrir l'amour du hockey. Là, on peut en laisser passer. Je suis un peu du côté comme Martin Lemay a parlé aussi à 91.9 sur son édito. Je pense que c'est un commentaire de merde. Puis malheureusement, c'est pas pour aider le Finlandais présentement parce que enfin, il connaît quand même une bonne saison d'une organisation, mais il n'a pas les chiffres d'un joueur gagnant 9 millions par année. Donc, à 4,89, il va être correct. Mais je pense qu'il a pu se garder une petite gêne. Je pense pas qu'on l'a vraiment tanné à Montréal. Je pense pas non plus qu'on l'a pas ménagé à Montréal. On l'a peut-être surprotégé dans l'organisation avec Marc Bergevin, mais quand même. J'ai trouvé le commentaire un petit peu déplacé, désagréable. Ben, c'est surtout le fait qu'il y a 20 ans, 21 ans à peu près, le jeune, là, je veux dire, prends ton gaz égal. Là, des joueurs là, qui doivent graver les échelons, là, il y en a plein là, à travers la ligue. Là. C'est pas à cause que tu es un choix troisième overall qui sous-performe d'ailleurs que tu peux te permettre de dire des choses de la sorte. Là, je pense que tu aurais une place avec le Canadien éventuellement dans le top 6, mais il faut juste que tu le démontres. Puis effectivement, c'était assez inutile comme commentaire. Là. Surtout que tu viens d'avoir ton gros contrat. Regarde, ferme donc ta boîte, Tourne puis la page. continue. C'est ça. That's it. Mais bon. Bon, mon coup de pied de la semaine, c'est le fameux dossier Evgeny Danonov, la fameuse transaction entre les Golden Knights et les Ducks d'Anaheim, que ça a été confirmé aujourd'hui ou hier là, que ça a été annulé. Pour résumer un peu la situation, ceux qui ne sont pas trop au courant, c'est qu'à la date limite des transactions, les Golden Knights ont échangé Evgeny Danonov aux Ducks pour faire de la place sur leur masse salariale en retour du contrat de Ryan Kessler qui ne joue plus. Puis je pense qu'il y avait un autre joueur aussi là-dedans. Il y avait des choix sûrement impliqués. Et là, finalement, la Ligue a fait trop de ta minute. Cette transaction-là ne semble pas fonctionner parce que lorsque Danonov a signé son dernier contrat, il avait une clause de non-échange ou une clause de non-mouvement, peu importe, une clause qui permet que tu mets des équipes sur ta liste de destinations où tu ne veux pas aller. Et les Ducks faisaient partie de cette fameuse liste-là. Mais le problème, c'est que lorsque Danonov est passé de Ottawa, je crois, à Vegas, Exact. semblerait-il qu'on n'aurait pas envoyé le mémo à Vegas que M. Danonov avait une clause de non-échange et que les Ducks figuraient sur la liste. Donc, qui blâmer? Est-ce que c'est les Golden Knights qui ont mal fait leur devoir? Est-ce que c'est à Ottawa qu'on a dormi au gaz, qu'on a oublié ce léger détail-là lorsqu'on a fait l'acquisition de Danonov? Je ne sais pas, mais c'est brouillon là, comme situation. Puis, tu sais, c'est comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer. C'était une situation qui aurait été typique des Coyotes de l'Arizona, puis on aurait fait « Ah, ben oui, c'est sûr que c'était eux autres qui seraient arrivés. » Mais là, les Golden Knights, les Ducks, c'est pas des équipes qui sont réputées pour être des tout croches. En même temps, les Ducks n'ont pas grand-chose à se reprocher. Là, eux, ils ne pouvaient pas le savoir qu'il y avait une fameuse clause. C'était à Vegas de mieux connaître là, la situation de son joueur. Et à Ottawa, de peut-être mentionner les détails aussi par rapport à Danonov. Mais bref, situation là, qui est assez ridicule. Et résultat, la transaction qui n'a finalement pas eu lieu. Donc, Dadonov, là, qui reste au sein des Golden Knights, sorte de voir l'ambiance entre lui et le GM. En même temps, encore une fois, comme j'ai dit, c'est vraiment la faute de Vegas, c'est plus la faute d'Ottawa. On n'est pas dans les coulisses, malheureusement, mais c'est la NHL. Tu es censé être mieux renseigné que ça. Là. Exactement. Je pense que le plus drôle là-dedans, c'est que dans le bureau des Ducks, on était super contents d'avoir acquis ce joueur-là, puis finalement,
Quel claque au visage. Écoute, on met pas le blâme sur une équipe, mais évidemment, je pense qu'on serait pas les deux surpris de savoir que c'est Ottawa qui a manqué le coup, manqué le bateau ici. Donc, dommage. C'est quand même un échange qui était quand même le fun, mais écoute, moi, je trouve ça très cocasse. Quand on s'est parlé avant le podcast, de dire que c'était ton coup de pied, je te le laisse parce que c'est un solide coup de pied. C'est très drôle. Donc, c'est maintenant le moment de parler des fameuses transactions qui ont eu lieu le 21 mars dernier, soit la date limite des transactions. Les médias ont commencé leur émission à 6 heures du matin. Ça a été un avant-midi assez tranquille, malheureusement pour eux. Évidemment, comme d'habitude, c'est plus dans l'après-midi là, que ça débloque. Ça a commencé à 6h02 avec un gros trade. Nathan Voilà Beaulieu qui dire. pense au, au Penguins de Pittsburgh. C'est ça, je vais dire, ça valait la peine de se le faire 6 heures pour Nathan Beaulieu. Contre un choix de septième ronde. Mais évidemment, on ne fera pas la liste là, de toutes les transactions qui ont eu Non, lieu. On non, ne va pas non. les analyser toutes. On va vraiment y aller avec les transactions majeures et celles du Canadien parce qu'évidemment, on est dans le marché de Montréal. Donc, on va commencer tout de suite avec celle du Canadien. On va se débarrasser de ça tout de suite avant de Yes. analyser celle des autres équipes. Donc, le Canadien qui ont réalisé 3 transactions lors de cette date limite des échanges-là. 2 quand même majeures. Ben, une majeure, une semi-majeure puis une assez mineure. On va y aller en ordre. Là, ça a commencé à 1h41 précisément de l'après-midi. Le Canadien qui a fait l'acquisition de William Lagesson, un choix de deuxième ronde en 2022, mais qui pourrait devenir 2023. Ça, on va en reparler dans quelques instants. Et un choix de septième ronde aussi qui est impliqué pour les services de Brett 2024. Kulak. Tes impressions sur cette transaction-là, est-ce que tu es surpris du retour que le Canadien a obtenu pour un défenseur de la trempe de Kulak? Ben, écoute, je suis surpris. Je crois que oui, mais parce que si on regarde les autres joueurs qui ont été échangés, les autres défenseurs dans les trades avant, on peut se rendre compte que quand même, on a eu 3 joueurs. On va avoir 3 joueurs pour Brett Kulak. Je pense que il a rendu des forts services aux Canadiens les dernières années, fait que c'est probablement ça qui a fait monter la balance, mais on voit qu'il y a un fort de négociation. On voit aussi que les Oilers étaient vraiment déterminés à avoir un défenseur. Parce que, écoute, on en a besoin du côté des Oilers. Écoute, Lagesson, évidemment, on ne le connaît pas beaucoup. C'est un joueur qui roule un petit peu en national depuis une couple d'années. Il a joué les Oilers depuis les 2-3 dernières années. Choix de 4e ronde, 91e au total avec les Oilers. Je pense pas que c'est le joueur qui va changer l'image du Canadien. Par contre, c'est un joueur robuste. C'est quand même un joueur à forte corpulence. Donc, ça peut juste amener plus pour un joueur de centre avec Montréal. Mais on va voir comment ça va aller pour le restant. Mais écoute, j'aille pas l'échange. Je pense pas qu'on pensait avoir trois joueurs au retour de Brett Kulak. Puis bravo à Ken Hughes et Gorton pour ça. Là. Ah ben, Lagesson, je pense que c'est un peu pour remplacer Kulak, là, lui, un défenseur lui aussi. Puis tu sais, on a déjà échangé Cherrott, on a déjà échangé Kulak. Ça prend également des joueurs là, pour remplir ces chandails-là d'ici la fin de la saison. Défenseur qui est quand même robuste, là, déjà jeté les gants contre Josh Ouais. Anderson l'an dernier, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est pas un défenseur qui va récolter beaucoup de points sur le tableau. Encore une fois, il y a 2 ans de plus jeune aussi de Kulak, mais honnêtement, je suis vraiment surpris du retour que le Canadien a obtenu. Puis en plus, ça s'est fait graduellement parce que j'étais au travail et là, je vais plaider coupable. Je m'étais ouvert une page là, du Trade Tracker. Je travaillais en même temps, je tiens à le dire. Mais j'avais une page ouverte là, pour le Trade Tracker que je refreshais là, quand même régulièrement. Et au début, quand le Canadien a échangé Kulak, il y avait juste Lagesson qui était à côté. Fait que là, je me disais, on a vraiment échangé un défenseur pour un autre défenseur. Il me semble qu'on a perdu une opportunité d'aller chercher quelque chose. Et là, après ça, je fais un refresh et ça dit un choix de deuxième ronde, ça dit pas l'année. Là, j'étais comme, bon, OK, au moins on a un choix de 2 avec ça. Puis après ça, il y a le choix de 7 qui apparaît. J'étais comme, voyons, on a d'abord eu du stock pour un gars comme ça, 5e défenseur, 6e défenseur qui était quand même assez inconstant. Là. Il y avait une stretch que Kulak était bon. Après ça, c'était plus difficile, ainsi de suite. Donc, non, avoir 3 éléments pour un défenseur comme Kulak, je pense qu'il est sans contrat en plus à la fin de la saison. Chapeau là, du côté de Ken Hughes. Et pour le choix de deuxième ronde en question, dans le fond, c'est un choix de deuxième ronde en 2022, mais ce choix de deuxième ronde-là en 2022 avait déjà une condition dessus avec les Hawks de Chicago. Et ça, je ne savais pas qu'on pouvait quand même échanger le choix et mettre une autre condition là, si ça ne marche pas avec l'équipe précédente. Là, parce que du côté des Oilers, si je ne me trompe pas, la condition, c'est qu'il faut que les Oilers se rendent en finale de l'Ouest pour que Chicago ait le choix de deuxième ronde en 2022. Donc, j'imagine que si ce n'est pas le cas, ben c'est pour cette raison-là que ce choix-là va aller aux Canadiens. Donc, pour que le Canadien ait le choix de deuxième ronde en 2022, si je comprends bien,
faut que les Oilers soient éliminés avant la finale de l'Ouest. Sinon, ce sera un choix de deuxième ronde en 2023. Puis le choix de septième ronde en 2024, bien, évidemment, c'est un petit peu trop tôt pour en parler. Il reste encore 3 repêchages d'ici là, incluant celui de cette année. Donc, non, un très beau retour là, pour Brett Kulak. Ouais, non, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Bien d'accord avec toi. Et ensuite, on monte un peu en intensité du côté chez les Canadiens. Là, c'est là qu'on a pull the trigger, comme on dit, avec la grosse transaction là, de la journée. Ouais. Le Canadien qui échange Artturi Lekonen pas aux Blackhawks, mais à l'Avalanche du Colorado en retour d'un choix de deuxième ronde en 2024. Et le défenseur Justin Barron, qui lui a été repêché là, en première ronde il y a 25e, ouais. 2 ans, là, si ma mémoire est bonne. Exact. Un peu déçu parce que j'aurais voulu que le Canadien garde Lekonen. Je pense que c'est un joueur qui est très utile dans toutes les sphères là, du jeu. C'est un gars qui semble également être apprécié dans le vestiaire. Il peut tout faire sur une patinoire, il peut marquer des buts, il peut jouer défensif. Surtout que cette année, c'était sa meilleure année. Mais en même temps, lorsqu'on voit ce que le Canadien a obtenu pour, on s'entend que Lekonen, ça reste que c'est un attaquant de troisième trio dans une équipe là, bien balancée. Là. Donc, c'est pas un gars qui est censé jouer top 6. Tu obtiens un défenseur, Barron, là, que plusieurs le voient comme un défenseur qui peut jouer top 4 là, dans un futur. Et un choix de deuxième ronde, qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner également avec ça. Barron, là, qui a aussi là, eu des bons commentaires de pas mal de gens. Là, un bon défenseur mobile, une bonne stature, un défenseur droitier, ce qui est très important pour le Canadien parce qu'on est très faible à droite, surtout si en plus le Canadien pense échanger Jeff Petrie dans un avenir approché. À date, on a Logan Mayhew Blessé. qui est blessé présentement. Puis on a Josh Brook qui est ultra décevant à Laval. Fait qu'à droite, oui, il y a des défenseurs gauchers qui peuvent peut-être aller à droite, là, mais on s'entend que c'est pas l'idéal. Là. Normalement, tu essaies de garder le plus possible là, des gauchers à gauche et des droitiers à droite. Fait que cette transaction-là qui arrive à point pour le Canadien, parce que non seulement Barron, c'est un défenseur droitier, mais il a 20 ans présentement et il pourrait cogner à la porte là, de la LNH là, plus tôt que tard. Donc, c'est un défenseur qu'on risque de voir peut-être pas l'an prochain, mais dans 2 ans, gros max, versus un choix de première ronde que faut que tu le repêches, que tu prennes le temps de le développer. Fait que ça se peut que tu ne le vois pas avant 4-5 ans. Fait que on est allé chercher un joueur qui est déjà là, qui joue déjà dans la Ligue américaine, qui va aider le Rocket de Laval aussi. Donc, très, très belle transaction là, du côté de Ken Hughes pour Artturi Lekonen, même si j'ai le cœur qui saigne un petit peu parce que j'aurais aimé ça qu'il reste à Montréal quand même. Ouais, effectivement, puis on l'a vu aussi, hein, le cri du cœur de Brandon Gallagher sur Twitter puis Instagram. Donc, effectivement, écoute, dans un sens, je suis très content pour les Lekonen. Donc, on va avoir probablement une meilleure chance de gagner la Coupe cette année avec l'Avalanche, parce que dans l'Ouest, moi, c'est l'Avalanche qui va sortir gagnant de l'Ouest. Mais écoute, je pense que c'est une très belle acquisition pour l'Avalanche. On a besoin d'un joueur capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, capable de jouer des avantages numériques, comme partir du grit quand même qui apportait un joueur fatigant à jouer contre. Donc, l'Avalanche a été cherché fort avec Artturi Lekonen. On a quand même donné beaucoup, comme tu dis. Faut oublier que le choix de deuxième ronde devrait, dans 2 ans, en tout cas, devrait donner à peu près un choix entre, mettons, 45 à 60, si tout va mal. Donc, c'est quand même bien, là, la banque du Canadien qui continue de s'agrossir là, avec la nouvelle venue des nouveaux dirigeants. Puis Justin Barron, comme tu dis, c'est un joueur droitier très important. C'est aussi un gars qui a joué avec le Moussel Halifax. Donc, c'est un joueur qui a joué aussi dans la Ligue junior du Québec pendant 4 ans. C'est un gars qui parle français aussi. On a été surpris hier dans son entrevue. Donc, ça va être bon. Ça va être bon à voir. Puis, j'ai hâte de voir le développement, comment que ça va aller là, avec ce joueur-là. Et fun fact, Justin Barron qui a joué pas le dernier championnat du monde hockey junior, mais l'autre précédent. Son coéquipier sur sa paire, sur son duo de défenseur, c'était qui? Caden Gooley. Oh, intéressant. Hein? Donc, intéressant. Est-ce que c'est un duo qu'on va peut-être chercher à réunir dans quelques années? Sait-on jamais? En plus, je trouve que ça fait ensemble. Barron qui a quand même des bonnes habiletés offensives. Gooley qui est peut-être plus défensif. 2 défenseurs mobiles. Gooley qui est peut-être plus robuste que Barron. Mais je pense que ça pourrait faire une belle paire là, dans les prochaines années à Montréal. Effectivement, il ne faut pas oublier non plus que Justin Barron joue dans la Ligue américaine depuis 2 ans. Donc, l'année passée, il joue seulement cette rencontre à cause de l'Américaine n'a pas joué. On se souvient toujours de la cause de la pandémie. Je pense qu'en fait, il avait terminé son stage junior, puis après ça, il avait joué le reste de la saison là, pour terminer dans la Ligue américaine. Donc, cette année, c'est sa vraie première année. Là, Ça fait du sens, tu as raison. Donc, regarde présentement 20 points dans 43 rencontres. Tu as quand même un bon plus 10. Donc, dans la Ligue américaine, c'est pas une ligne facile. On le voit avec le Rocket de Laval. Donc, déjà de voir que ce joueur-là, présentement, fait bien à sa première année officielle, on va le dire comme ça. Là. Donc, c'est juste du bon pour le Canadien.
Et pour conclure sa journée, transaction là, plus mineure là, pour Ken Hughes. Là, on a envoyé le gardien de but Andrew Hammond aux Devils du New Jersey en retour de Nate Schnarr qui dit peut-être pas grand-chose à personne, mais ça a été un coéquipier de Nick Suzuki à sa dernière année à Guelph. Avait terminé, je pense, sa carrière junior avec une récolte de 103, une saison de 103 points, quelque chose du genre. 102, ouais, 102 points. Dans 102 points. Donc, un joueur capable de jouer offensif. Évidemment, cette transaction-là est peut-être plus pour le Rocket de Laval, ce qui est très bien parce que Laval, là, qui est dans une course là, pour faire les séries, là, on envoie un Schnarr, on envoie Justin Barron, va jouer peut-être 2-3 matchs avec le Canadien avant d'être envoyé à Laval. Probablement qu'on va descendre également Corey Schooneman lorsque la saison du Canadien va être terminée. Donc, c'est des beaux éléments là, pour le Rocket de Laval là, qui pourrait faire un beau petit parcours en série. C'est sûr que ce n'est pas une transaction qui va passer à l'histoire pour Ken Hughes. Mais en même temps, Andrew Hammond a fait ce qu'il avait à faire à Montréal. Avec le retour de Jake Allen, on a déjà Samuel Montembeault également qui est là. Price va-t-il revenir cette année? Donc, on est peut-être rendu à un petit peu trop de gardiens chez le Canadien. On va chercher du renfort pour le Rocket de Laval. Donc, ce n'est pas une transaction qui va toucher le Canadien nécessairement. Mais en même temps, Schnarr a seulement 23 ans, donc sait-on jamais. Peut-être qu'il peut causer une surprise éventuellement. Et ça n'attend pas c'est que le Canadien, soit l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais à première vue, c'est plus une transaction pour le Rocket de Laval, ce qui est très bien aussi. Oui, effectivement. Puis écoute, de donner un peu plus de temps à ces joueurs-là dans la Ligue américaine, ça va faire du bien aussi. Je pense le Rocket, comme tu dis, a besoin d'aide. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de blessures. Puis d'ailleurs, au niveau de Schooneman, c'est probablement sûr qu'il va descendre d'ici la fin de l'année. Les Canadiens le retourner dans la Ligue américaine pour environ 3 minutes avant la fin Les de la... fameux paper moves. Donc, le Canadien qui a brûlé un up and down, qu'on appelle dans le jargon du hockey. Donc, on a descendu Schooneman pendant environ 3 minutes entre les deux périodes de transaction pour le ramener ensuite le Canadien pour être sûr qu'il est là. Donc, ça veut dire que dans le fond, les Romanov, Suzuki, Peeling et Caulfield n'iront pas jouer dans la Ligue américaine au niveau des playoffs s'il y en a. Donc, comme tu dis, je pense que ces échanges présentement qui vont aider le Rocket, mais en même temps, ça va donner probablement l'occasion à ces joueurs-là de connaître les séries dans un calibre quand même élevé présentement dans la Ligue américaine avec une équipe qui écoute, me surprendre avec M. Hull au bar là, comme entraîneur. Donc, c'est un joueur de plus présentement. Si on a juste plus de pouvoir canadien plus tard. C'est le moment maintenant de regarder les autres équipes, qu'est-ce qu'ils ont fait là, à la date limite des transactions. Quelques grosses transactions quand même là, qui ont eu lieu là, lors de ce fameux 21 mars 2022. Je suis en train de scroller pour voir laquelle qu'on pourrait parler en premier. Ça ne sera pas bien long. Vas-y. Écoute, on va y aller avec Marc-André Fleury qui a finalement changé d'adresse. Lui qui est maintenant rendu un membre du Wild du Minnesota. J'ai été surpris du prix qu'on a payé pour. Je trouve que c'est quand même pas trop cher donné pour un gardien comme Fleury. On a seulement abandonné un choix de première ronde du côté du Minnesota. Je pensais qu'il aurait peut-être rapporté un petit peu plus. Du côté du Minnesota, c'est sûr que bon, c'est une location là, seulement pour la fin de la saison. Là, je pense pas que Fleury va revenir. Je ne sais même pas s'il va être de retour l'an prochain tout court ou s'il va prendre sa retraite. Mais quand même, pour le gardien de son calibre, j'aurais peut-être pensé que le Wild aurait eu à dépenser un petit peu plus. Mais chose certaine, c'est une très belle police d'assurance là, pour Chicago, pas pour Chicago, mais pour Minnesota. Que oui, il y a déjà Cam Talbot qui fait bien, mais on sait qu'en série, des fois, on a besoin de 2 gardiens. Puis je pense qu'avec Fleury, s'il y a eu des blessures, on sera pas mal pris du côté du Minnesota. Tu as raison. Puis écoute, quand tu dis que c'est quand même pas cher payé, il faut comprendre aussi que c'est un choix de deuxième ronde qui est conditionnel à un premier. Donc, si jamais Marc-André Fleury se rend en finale de conférence et ensuite remporte 4 rencontres dans les 2 premières rondes, donc les 2 conditions doivent être remplies, tu dois être coché pour avoir un choix de première ronde, qui va probablement être entre 28 à 32. Donc, comme tu dis, c'est peut-être pas cher payé, mais Fleury, c'est quand même un gardien de 36 ans, 37 ans. On a beaucoup d'espoir envers lui pour aider, je pense, à l'organisation à avancer. Pas mal sûr qu'on va essayer de faire un petit contrat de 2 ans à la fin de la saison pour le Wild. C'est surtout aussi le fait que la famille était déménagée à Chicago. Je pense qu'on a décidé de lever la clause de non-échange du côté de Fleury parce qu'on n'était pas loin non plus. Puis on avait probablement plus de chances de gagner immédiatement dans les 2-3 prochaines années. Faut pas oublier que Fleury avait dit au début de la saison qu'il se rejoignait à Chicago, mais ça avait pris quand même pas mal de temps avant de prendre une décision. Donc, pour avoir vu les images de lui arriver
au stade, à l'amphithéâtre du Wild. Il y avait encore le grand sourire à Marc-André Fleury. Donc, on voit qu'il aime encore jouer au hockey puis il adore ça, mais on va voir comment ça va se passer les prochaines années, effectivement. D'ailleurs, je sais que c'est pas une transaction majeure. Puis je pense qu'elle n'a pas eu lieu là, la journée des transactions. Je pense qu'elle a eu lieu quelques jours avant. Ouais, elle a eu lieu le 19. Mais je veux quand même en parler rien qu'un petit peu. Parce que du côté de Minnesota, on a également ajouté le Québécois Nicolas Deslauriers. Puis dès son Oh oui. premier match, qui marque un but en plus. Puis que la journée d'avant, je pense pendant un scrum, il dit qu'est-ce que tu peux apporter comme skill set à l'équipe? Puis il dit quel skill set? Genre, dire qu'il n'a pas de Tellement. talent. Puis il score Ouais. un but la game d'après. Donc j'ai trouvé ça très comique. Mais ça va être une belle addition, encore une fois, pour le Minnesota, sans dire que c'est un joueur qui va tout révolutionner. Mais Minnesota, c'est déjà un club qui n'est pas le fun à affronter. Puis tu ajoutes un gars comme Deslauriers qui peut brasser la cage en série. Je pense que ça va être une belle acquisition, encore une fois, pour Minnesota là-dessus. Ah, et puis c'est un joueur que tout le monde aime jouer avec. Écoute, oui, il va défendre ses joueurs, mais c'est un petit gars de mon coin, en fait, le projet Valleyfield. Donc, c'est un gars qui a toujours donné le maximum qu'il a donné. C'est comme si c'est pas le joueur qui va révolutionner le hockey, mais il fait quand même à peu près entre 5 et 10 buts par saison. Il va chercher son lot de points. Il va chercher son lot aussi de temps de jeu. Mais c'est un gars qui va vraiment aider, je pense, dans les séries, surtout au niveau du grit. Il ne faut pas oublier, hein, Minnesota est toujours été connu pour une ville qui aimait les gros, qui se bagarraient. On s'entend dans le temps avec Derek Bogart, c'est la même chose. Donc, c'est une ville qui aime brasser, c'est une ville qui aime les joueurs qui brassent puis qui se battent. Donc, je ne serais pas étonné de voir déjà des chandails de laurier dans les estrades là-bas. Puis, en entrevue, un peu partout, quand il a fait, je pense qu'il est content d'être là. Dans une équipe gagnante. Je ne dis pas que les Ducks, c'était pas une équipe gagnante. Je dis juste qu'avec Minnesota, je pense qu'il va se rapprocher un peu plus du Québec en plus. Donc, c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Puis c'est une personne qui n'a pas perdu ses racines. C'est un gars qui est très, très, très terre à terre avec sa situation dans la Ligue nationale. Puis c'est tellement un bon gars, un bon guerrier je suis vraiment content pour lui. C'est une autre transaction qui a eu lieu également le 21. Un joueur qui a fait un retour avec son ancienne formation, Marcus Johansson, du côté des Caps. On a donné Daniel Sprong un choix de 4 et un choix de 6. Du côté de Johansson, évidemment, c'est la profondeur du côté des Caps, mais c'est surtout un joueur qui a connu ses meilleurs moments à Washington. Sa meilleure saison a été de 58 points en 82 matchs avec les Caps. Ça, c'est la saison avant qu'il passe aux Devils de New Jersey. Mais je comptais pour Johansson. Ça avait ralenti un petit peu plus dans son cas. Cette année, évidemment, jouer avec le Kraken. Donc, en partant, c'est un peu dur de se faire valoir là, parce que c'est pas une équipe qui est ultra intéressante à voir aller là, présentement. Là. C'est une équipe qui est pas mal vidée. Et du côté de Johansson, c'est de la profondeur pour les Caps. On va en avoir grandement de besoin parce que ça va être difficile de sortir vainqueur de la métropolitaine. Là. On l'a dit depuis le Oh début oui. de la saison, c'est une grosse division. Et du côté des Caps, ça, c'est pas mal le gros move qu'on a fait. Lui puis Johan Larson, qui est un autre joueur là, de centre là, qui a été acquis des Coyotes de l'Arizona en retour d'un choix de troisième ronde. Donc, rien de majeur du côté des Caps, mais on amène de la profondeur à l'attaque là, pour supporter les Ovi, les Wilson, les Kuznetsov et compagnie. Ouais, je pense qu'on a confiance dans notre équipe au niveau de Capitol, au niveau de Washington, puis c'est normal. C'est pas une équipe qui change beaucoup à chaque année. On a des joueurs qui sont là depuis longtemps, mais aussi, ça va être une équipe qui va être surveillée, je pense, dans les séries. Ce ne sera pas une équipe facile à battre dans l'Est, même si on sait que la métropolitaine a échangé. On va en parler plus tard probablement, mais ça a été fou ce qui s'est passé dans l'Est cette année. Mais les Capitals ne sont jamais battus d'avance, je crois. Surtout pas avec un Ovi qui peut scorer 3-4 buts par game. Donc, j'ai trouvé quand même que c'était un bel échange. Le Kraken qui va retenir 50% du salaire de Johansson aussi. Donc, c'est un plus pour les Capitals. Mais quand même, Daniel Sprong, qui est quand même un joueur qui est probablement le futur au niveau de Seattle, avec un choix de 4, un choix de 6. Donc, on a quand même payé correct pour Johansson, qui va retourner à la maison, finalement, essayer de gagner une deuxième Coupe Stanley. Ouais, du côté de Daniel Sprong, il a déjà 25 ans. C'est un joueur qui avait dominé le junior avec les Islanders de Oh oui. Charlottetown, mais depuis ses débuts dans la LNH, il n'a pas vraiment réussi à s'établir. Il a joué avec quelques équipes. Il a joué avec les Pingouins, les Ducks, les Caps et le Kraken. En fait, là, il joue avec le Kraken. Il a marqué à son seul match avec le Kraken, d'ailleurs, mais sa meilleure saison dans la LNH, c'est 14 buts avec les Ducks, puis c'était en 2018-2019. Donc, peut-être pas le joueur qui a atteint son plein potentiel, malheureusement. Mais je pense que du côté du Kraken, s'il y a bien une situation où Sprong peut peut-être plus shiner, comme on dit, c'est avec le Ouais. Kraken parce qu'il devient un des joueurs qui a le plus de potentiel offensif avec cette équipe-là. Peut-être qu'il va se trouver une niche là, du côté de Seattle, mais comme tu as dit, là, je pense que du côté des Caps, là, perdre Daniel Sprong pour un Marcus Johansson, on en sort vraiment gagnant. Là.
Ouais, puis là, c'est là que tu vois que le Kraken est complètement différent de Vegas. On en parlait probablement plus tard aussi, mais on stack. Ils stackent les choix repêchage. C'est débile. Je pense qu'ils ont quoi, 37 ou 38 choix repêchage dans les 2 ou 3 prochains Mais repêchages. je pense qu'ils en ont 12 cette année déjà en partant. Donc, Je pense que c'est rendu 14 avec les échanges qu'ils ont faits. J'ai vu Cap Friendly passer. Là, je pense que c'est 13 ou 12 cette année, 16 l'année prochaine. Puis ça finit plus. Donc, on voit que c'est complètement différent des autres équipes là, avec le Kraken. il y a une transaction aussi que je veux aborder parce que ça vient toucher un petit peu celle de Marc-André Fleury avec le Wild. Et j'ai été surpris que le Wild du Minnesota qui ont laissé aller Capo Kakkonen en l'envoyant à San Jose contre un défenseur Jacob Middleton. Moi, j'ai souvent pensé que Capo Kakkonen, c'était le gardien d'année du côté du Minnesota. Visiblement, on a tourné la page avec lui. Puis je me posais la question, est-ce que ça veut dire que le Wild prévoit, comme tu as mentionné, peut-être offrir un contrat après ça à Fleury de peut-être 1 an ou 2 ans pour garder le duo avec Talbot là, intact? Moi, ça semble vouloir indiquer ça parce que Kakkonen, c'est quand même un bon gardien. Et du côté du Minnesota, ben, on a juste décidé de le laisser aller pour Jacob Middleton, qui était un défenseur. On a même donné un choix de 5 en plus du côté du Minnesota. Donc, visiblement, Kakkonen avait peut-être beaucoup moins de valeur que qu'est-ce que je pensais. Mais j'ai quand même été surpris de cette transaction-là, de le voir quitter le Wild alors que je l'avais étiqueté pas mal comme gardien d'avenir pour Minnesota. Je pense que ce qui nous surprend le plus dans cette transaction-là, c'est que c'est arrivé tout de suite après ça de Marc-André Fleury. Donc, à peu près 25 minutes après, ça l'arrivait. Puis ce qu'on a misère à comprendre, c'est que moi, je ne connais pas la filiale beaucoup du Wild. Je ne sais pas si on a un gardien de but qui s'en vient du côté du Wild dans les filiales. Donc, peut-être dans 3 ou 4 ans, il serait prêt. Mais écoute, c'est surprenant, comme tu dis. Moi aussi, je l'avais étiqueté comme le prochain gardien d'avenir. C'était peut-être pas aussi puissant qu'on voulait, mais je me disais qu'avec un Marc-André Fleury à côté, ça pourrait l'aider l'année prochaine ou dans 2 ans. Probablement qu'on s'arrête de débarrasser de Cam Talbot cet été. Donc, comme tu dis, c'est un peu lié entre les deux. C'est pour ça, tantôt, que je disais que je pense que Marc-André Fleury va signer un contrat de 2 ans, peut-être 3 ans, parce que visiblement, on a tourné la plage sur les gardiens. Puis écoute, Cam Talbot a quand même 34 ans, là, donc c'est pas fait. Puis c'est pas un gardien qui a été franchement régulier dans la Ligue nationale depuis toujours. Donc, bizarre décision du côté du Wild du Minnesota. Prochaine transaction, ça va toucher ton équipe, Stéphane, les Red Wings. Alors Yes. qu'on a cédé les services de Nick Leddy et de Luke Witkowski en retour de Jake Wallman, Oscar Sungvis et un choix de deuxième ronde. Qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là pour les Wings? Qu'est-ce que Leddy et Witkowski vont emporter du côté des Blues? Ben, de la robustesse, Witkowski, c'est un gars qui était robuste. C'est un gars qui aimait jeter les gants aussi une fois de temps en temps. Puis Nick Leddy, c'est un bon caporal en arrière. Donc, c'est un défenseur qui est capable d'apporter son grain offensivement, mais aussi qui est très bon défensivement. Donc, c'est sûr que les Red Wings ne sont pas rendus, je pense, en série. Puis on a probablement jeté la serviette pour cette année. Mais quand j'ai regardé la conférence de presse du directeur général, on avait l'air satisfait de ce qu'on a reçu en retour des échanges qu'on a faits. Donc, Jake Wallman, qui est un défenseur que je ne connais pas vraiment, je vais lire dessus avant de peut-être avoir des répercussions. Oscar Sandvis, qui est un joueur qu'on connaît peut-être un petit peu plus, un droitier, un joueur dans l'avant qui devrait apporter beaucoup de vitesse avec les Red Wings. Mais le plan de Steve Yzerman ne change pas depuis 4 ans. Puis écoute, j'ai hâte de voir si ça s'en va, mais à chaque fois qu'on réussit à faire un échange, on semble satisfait du côté des Red Wings. Puis on va chercher en plus un choix de deuxième ronde en 2023. Euh, c'est ce choix-là, moi, que je regarde parce que je pense pas que les Blues vont être très puissants l'année prochaine. Probablement, on va falloir les tirer encore dans le top 16, mais je m'attends peut-être à avoir un choix de deuxième ronde autour de 40, 47, 48, peut-être au niveau des Red Wings. Donc, ça pourrait être un autre belle pogne des Red Wings qui sait que leur filiale de recrutement est assez bonne aussi dans les premières, deuxième, troisième rondes. Donc, satisfait quand même de cet échange-là. Je suis vraiment content. Du côté des Blues, bon, évidemment, on amène de la profondeur en défensive avec Leddy, Witkowski qui cadre pas mal avec ce que les Blues est comme organisation. Là, une équipe qui est physique, qui aime jouer la carte de la robustesse. Et du côté de Saint-Louis, eh bien, présentement, on est deuxième dans la division centrale. On a le Wild là, qui talonne là, pas loin là, à 1 point. Donc, on veut peut-être essayer de rester là, parmi ces équipes-là, être capable de tenir tête à ces équipes-là et rester dans le top 3. Donc, je pense que du côté de Leddy, c'est une belle addition là, pour ce côté-là. Witkowski, ben, c'est plus un attaquant là, qui va apporter de la robustesse. Est-ce qu'il va jouer tous les matchs? On verra bien. Je pense pas, non? Mais du côté des Wings, Sungvis, c'est un joueur défensif.
capable d'amener un petit peu d'offensive, mais c'est pas lui qui va driver là, l'attaque des Wings. Comme tu as mentionné, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le choix de deuxième ronde là, du côté des Wings qu'on vient d'acquérir. Là, on sait que les Wings, là, qui est une équipe qui repêche très bien. Puis je le répète, je l'ai probablement déjà dit, là, mais dans les 2-3 derniers drafts, là, le 3/4 du temps, quand je voulais que le Canadien repêche un joueur, c'était soit Détroit ou les Hurricanes qui le ramassaient. Donc, puis, tu sais, je ne veux pas me proclamer comme étant l'expert des espoirs, rien, loin de là. Mais je trouve quand même que, selon moi, c'était des bons drafts, là, les Red Wings qui ont fait. Donc, on verra bien. Mais du côté d'Eisenman, on continue à builder tranquillement, mais sûrement. Mais avec avec l'émergence de Moritz Seider et de Lucas Raymond, je pense que ça va accélérer pas mal le tout Oh, chez les Wings. effectivement. Oh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Sinon, si on continue à scroller pour regarder les transactions. Oh, celle-là, c'est quand même une pas pire, celle-là. Les Pingouins là, qui ont ajouté un joueur assez offensif en Rickard Raquel. Oui. On a donné un choix de deuxième ronde, Zach Ashton Reed. Dominic Simon. Dominic Simon et Kel Klang, qui est un espoir là, devant le filet. On semble avoir donné beaucoup de choses du côté des Pingouins, mais en termes de qualité, je pense qu'on s'en est quand même très bien sorti du côté des Pingouins. On a quand même eu le meilleur joueur là, dans ce deal-là, c'est-à-dire Raquel. Évidemment, ça dépend toujours de ce que les Ducks vont faire avec leur choix de deuxième ronde. Mais tu sais, Zach Aston Reese a eu des bons moments avec les Pingouins, mais c'est pas le joueur là, qui va être un pilier important là, à l'attaque. Il peut amener une certaine contribution. Cette année, là, il a joué 52 matchs avec les Pingouins, 11 points seulement. C'est un joueur vraiment plus de profondeur. Donc, on n'a pas donné grand-chose. Simon, même chose. C'est pas un joueur hyper offensif non plus. Kel Klang, c'est un espoir devant le filet. Est-ce qu'il va devenir un jour un gardien devant le filet des Ducks? Je sais que les Ducks ont déjà Luke Dostal là, comme espoir là, devant le filet qui est assez bon. Est-ce que Klang peut peut-être le challenger éventuellement? Le temps va nous le dire. Donc, puis du côté des Pingouins, ben, on a Raquel qui, si je ne me trompe pas, a déjà marqué 30 buts avec les Ducks ou pas loin. Pas cette année, là, mais dans les dernières années, elle avait déjà eu une bonne saison offensive là, avec Anaheim. Non, en fait, c'est en 2017-2018 qu'il avait marqué 34 buts. Il en a marqué également 33 en 2016-2017. Par la suite, il faut dire que les Ducks sont devenus de plus en plus faibles également. Donc, naturellement, ça a affecté la production là, de Raquel. Il a déjà joué 2 matchs avec les Pingouins, a été blanchi jusqu'à maintenant. Mais je pense que lorsqu'il va s'être adapté à ses nouveaux coéquipiers, à son nouvel environnement, je pense que c'est là qu'il va commencer là, à produire offensivement. Oui, mais ce que j'aime de cette transaction-là, c'est que les Pingouins n'ont pas lâché. Donc, une transaction qui est faite à 3 heures, donc la date limite complètement des échanges. Je pense qu'on a on a regardé peut-être les autres allées, puis on s'est dit, OK, attends un peu, on a inséré nous autres ici, on est deuxième dans notre conférence présentement. On n'est pas perdu. Crosby va bien, Malkin va bien, le temps va bien. Donc, les deux gardiens tiennent le fort encore après 63 matchs. Donc, je pense qu'on s'est dit du côté des Pingouins, écoute, il faut emmener un peu de renfort. Puis on amène un autre joueur offensif qui va peut-être pouvoir aider à marquer des gros buts, pouvoir remettre un peu plus de profondeur sur les 3 premiers trios. Donc, on n'a pas vraiment donné grand-chose, comme tu dis, à part le choix de deuxième ronde, qu'on pourrait peut-être avoir des surprises au niveau des Ducks. Mais je pense qu'on a vraiment échangé. Je pense que Rackle avait peut-être dit à l'organisation s'il voulait partir, avoir une équipe plus gagnante pour plus rapidement, malgré son jeune âge. Mais écoute, j'haïs pas ça. Puis je pense que ça démontre comment que l'Est a dicté les choses cette année. Puis je pense que l'Est a eu peur de l'Avalanche. Ça, c'est mon point de vue. Donc, tout le monde s'est stacké un peu des joueurs. Puis ça va juste faire du bien pour la Ligue nationale. Puis écoute, bravo aux Pingouins. On n'a pas lâché. Puis on a cherché un bon joueur. Une autre transaction qui est pas majeure, mais ça touche un joueur québécois, donc je vais en parler un peu. C'est Derek Brassard qui passe maintenant aux Oilers d'Edmonton. Les Oilers qui sont en pleine course là, pour une place en série. Ils n'ont pas tant fait grand-chose à part Kulak et Brassard, donc on n'a rien fait de majeur du côté d'Edmonton. On a amené juste la profondeur. Du côté des Oilers, on est présentement 3e dans la Pacifique, mais on a quand même quelques équipes là, qui poussent derrière. Là. On a, entre autres, du côté... je vais liser par section, ça va aller mieux. On a Vegas qui est juste à 3,2. Même Vancouver là, qui se rapproche de plus en plus, sont à 5 points. Ils sont en feu. Là. Mais c'est la 3e place est loin d'être gagnée du côté d'Edmonton. Brassard, évidemment, va amener un petit peu de profondeur à l'attaque, mais on s'entend que ses meilleurs jours sont pas mal derrière lui. Là. Cette année, il a eu 16 points en 31 matchs avec les Flyers. Sa meilleure saison, ça remonte là, en 2014-2015 avec les Rangers à 60 points. Il a eu 58 par la suite.
Et ensuite, ça a été des 39, 38, 15, 32, 20. On n'a pas eu des grosses saisons du côté de Brassard. Il y a eu des blessures à travers ça également. Mhm. Mais qu'est-ce que tu penses d'arrivée de Brassard avec les Oilers? Est-ce qu'il peut vraiment avoir un gros impact ou si c'est plus un joueur qui va pivoter le troisième trio, peut-être le quatrième trio, puis ça va ressembler pas mal à ça? Écoute, je pense qu'on s'est contenté d'avoir quelque chose au niveau des Oilers parce qu'on n'a pas été capable de chercher d'autres choses. On n'a encore pas été capable de chercher un gardien de but, je pense, à la date limite. Fait qu'on s'est jeté peut-être par un joueur qui peut nous sortir des gros buts quand il peut. Mais comme tu dis, je pense que Derek Brassard, ça descend et non ça monte depuis quelques années. Puis Edmonton s'accroche à la troisième position. On voit que c'est Vegas et Vancouver qui se font une légère bataille présentement. Donc, c'est pas facile dans l'Ouest. On a vraiment Dallas, Nashville, Edmonton, puis Vegas qui se battent là, entre les positions 1 à 4 et dans leur division ou la fameuse wild card. Donc, on a essayé d'apporter, je pense, un peu plus de vécu puis de profondeur, mais je pense un peu plus de leadership. Je pense que ce qui manque avec les Oilers depuis beaucoup d'années, c'est du leadership. Derek Brassard a connu l'hiver, a connu l'été assez souvent dans la Snap pour savoir qu'est-ce qu'il faut peut-être pour gagner. Donc, en espérant que peut-être son expérience va aider les Oilers présentement, mais écoute, c'est correct. Je pense que ça valait son quatrième ronde en 2023 là, facilement. La dernière grosse transaction, mais pas tant qu'on peut peut-être jaser, c'est les Hurricanes qui ont fait l'acquisition de Max Domi dans un deal de 3 équipes. Les Hurricanes qui ont reçu Domi et le défenseur Tyler Inamoto. Ensuite, les Jackets qui ont reçu le défenseur Aiden Reschuk, que lui, je connais vraiment pas, donc je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Les Panthers, eux, qui reçoivent l'attaquant Egor Korshkov et un choix de 6e ronde en 2022. Mais la pièce importante dans ce deal-là, c'est les Hurricanes qui ajoutent encore une fois de l'attaque avec Max Domi. C'est un peu la mentalité de l'équipe depuis plusieurs années. Là. On aime beaucoup ajouter des attaquants talentueux. On se sac un petit peu de la défensive et des gardiens de but, mais jusqu'à maintenant, ça sourit quand même très bien pour les Canes. Mais qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Domi avec les Hurricanes? Est-ce que ça peut donner encore plus de punch à l'attaque? Il faut dire que Domi, depuis sa saison de 72 points avec le Canadien, c'est plus tranquille. Est-ce qu'il peut retrouver ses lettres de noblesse avec les Canes? On verra bien. Écoute, je vais te dire probablement parce que cette équipe-là roule par elle-même. Donc, si Kéké a réussi, moi, je pense que Max Domi est un meilleur joueur que Kotkaniemi. Donc, moi, je lui souhaite quand même. C'est un joueur qui est venu électriser Montréal pendant quelques saisons, puis qui a perdu complètement la map après. Mais on l'a vu cette année que Jeff Petrie, ça peut passer vite. Par contre, ça va vraiment avec une équipe qui, d'après moi, va se rendre soit en finale dans l'Est ou peut-être à la Coupe Stanley si tout va bien. Mais un joueur comme Max Domi en forme, je vais dire avec le cerveau à la bonne place, là, avec les idées du cerveau à la bonne place, ça peut toujours être un plus dans une organisation. Puis je trouve qu'on n'a pas perdu grand-chose de toute façon au niveau des Hurricanes. On n'a pas donné des choses super incroyables. Là, Aiden Ishkruk, c'est un jeune, là, de même pas 20 ans, je pense, défenseur qui joue présentement à Boston College en NCAA. Donc, c'est pas un joueur électrisant qu'on connaît beaucoup. C'est un défenseur offensif, si je regarde les statistiques, mais rien de plus. Donc, on va voir. Moi, je pense que Max Domi, s'il veut vraiment relancer sa carrière, c'est là. Puis avec l'organisation des Hurricanes, ils ont de la place de toute façon avec leur plafond salarial pour les prochaines années pour le signer. Donc, pourquoi pas. Finalement, il y a une dernière transaction que je veux discuter aussi. C'est les Rangers qui l'ont fait avec les Jets, qu'on a ajouté Andrew Copp et un choix de 6e ronde en retour de Morgan Barron, qui est d'ailleurs le frère de Justin Barron, défenseur que le Canadien a acquis. Ensuite, il y a eu 2 choix de 2e ronde impliqués, un 2022, un 2023, un choix de 5e ronde. La raison pour laquelle je veux parler de cette transaction-là, c'est que les Rangers semblent vraiment vouloir faire un push là, pour les séries, avec raison. Ils sont dans le top 3 de la division métropolitaine. Et c'est une équipe qu'on reprochait dans les dernières années de manquer de robustesse, de manquer de joueurs qui peuvent distribuer des bons coups d'épaule. On a amené Ryan Reeves cet été. Et là, on amène un autre gros bonhomme en Andrew Copp. Là, on parle d'un attaquant là, qui mesure 6 pieds 1, 206 livres, qui distribue beaucoup de mises en échec, capable de produire offensivement. A eu 35 points en 56 matchs cette année avec les Jets, 39 l'année passée en 55. Il se maintient pas mal dans la mi-vingtaine. Pour les points. On a 28, 25, 26, 39 et 35 pour les dernières années. Déjà 2 passes en un match avec les Rangers. Donc, du côté des Rangers, je pense qu'on est vraiment prêt pour les séries avec des joueurs là, comme Reeves, des joueurs également comme Copp, Trouba en défensive là, qui peut frapper comme un train également.
Donc, je pense qu'on veut pas, on se laissera pas faire du côté de New York, là, comme ça a été le cas dans les dernières années où on manquait de joueurs robustes. Mais là, je pense qu'on va être équipé pour aller à la guerre là, pour New York. Non, exact. Puis, tu sais, ironiquement, les Rangers sont en bonne position cette année, mais ils n'ont pas beaucoup de joueurs en haut de 40-50 points. Donc, on apporte un joueur qui est rendu à 37 points déjà. Il va déjà être rendu le 6e marqueur des Rangers. Donc, tu sais, malgré ce que les Rangers ont cette année, on a Artemi Panarin qui est incroyable à 73 points. Mais rapidement, on descend à Ryan Strome à 44. Puis on est déjà rendu avec le défenseur Jacob Trouba à 32. Donc, est-ce qu'on a peut-être lancé la serviette peut-être sur la relève pour les séries de cette année? Donc, on amène un joueur d'expérience qui est capable de donner un petit peu plus, qui a connu le jeu robuste aussi des Jets de l'Ouest. Donc, on sait que les Rangers, c'est une équipe qui est grosse, une équipe qui aime ça frapper, une équipe qui est quand même assez robuste. Donc, moi, je vois ça d'un 50-50. Là, je vois ça d'un bon côté parce qu'on amène un peu plus de profondeur au niveau des Rangers pour faire un petit push dans les séries cette année, voir où on peut se rendre. En même temps, on peut-être se rendre compte que on pensait peut-être que des joueurs qui se rendaient à nous aider un petit peu plus rapidement, puis ça se fait pas. On a toujours le même nom, les Capo-Caco de ce monde, les Lindgren de ce monde, les Rooney. Après ça, on va chercher Lafrenière qui a seulement 22 points. C'est pas pour donner encore du marteau à Lafrenière, mais ça commence à tarder. Puis je pense que la Ligue nationale, là, ça se fait de plus en plus parler. D'ailleurs, il était déjà dans les sujets de discussion pour être échangé à la date de limite de transaction, ce qui a été donné par l'organisation des Rangers là, la journée d'avant, mais quand même. Donc, Mais en même temps, moi, je comprends pas cet acharnement-là sur Lafrenière. Il y a 19 ans. Il y a 20 ans encore. Il est même pas. Tu sais, il y a déjà plus de points que l'an dernier. Un de ouais, plus présentement, ouais. mais je comprends pas l'acharnement sur Lafrenière. Il a été Je pense repêché, que ça fait même pas 2 ans. ouais, mais c'est un choix de première ronde. On l'a vu comme le fameux Crosby, McDavid qui s'en venait. Je ne sais pas si les attentes étaient bonnes, mais moi, ce que j'entends sur beaucoup de fans, surtout, là, c'est plutôt les fans québécois puis le reste du Canada. On n'est pas déçus, mais je pense qu'on pensait peut-être plus qu'il y aurait un meilleur rapport au niveau offensif de ce joueur-là. Surtout qu'il joue avec des bons joueurs sur son trio tout le temps. Donc, écoute, moi, c'est parti remis. Ça fait juste 2 saisons qu'il est là. Je ne commencerai pas à cracher sur le jeune. Mais en même temps, je pense qu'on a hâte du côté des Rangers. Je fais juste dire qu'au niveau des Rangers, on va peut-être chercher Andrew Cup parce qu'on a besoin d'un joueur immédiat à faire des points importants. Versus peut-être Lafrenière va débloquer l'année prochaine, puis il va faire un 50-60 points l'année prochaine, ce qui serait parfait. Donc on serait peut-être rendu là du côté des Rangers aussi. Là. Ben, écoute, je dis ça de même, là, mais Jack Hughes a connu son éclosion à sa 3e saison dans la LNH, c'est-à-dire cette année. Exact. Fait que, Exactement. puis ça a été un choix premier overall aussi. Donc, moi, du côté de Lafrenière, je vais attendre encore avant de me prononcer à son sujet. Il est encore jeune. Capo Caco aussi, plusieurs personnes qui crachent dessus, mais lui aussi a 20 ans encore présentement. Donc, soyons patients. Là. Puis, tu sais, Lafrenière, il joue sa 3e. Là, donc, il n'est même pas dans le top 6 des Rangers. Fait que, oui, il y a du power play sur la 2e unité, mais présentement, il est sur la 3e. Puis, il joue avec Philippe Chétil, qui, lui non plus, c'est pas un joueur qui produit énormément. Puis, Barclay Goodrow, qui n'est pas un joueur qui est reconnu pour produire tant que ça offensivement. Fait que, mais là, sur le même trio que Panarin, puis ou Kreider ou Zibanejad, puis pas mal sûr qu'il aurait plus que 22 points cette année. Ouais, il doit aller chercher sa place, c'est ça l'affaire. Ouais, mais tu sais, encore là, il a le temps en masse. Moi, je pense Oh, que du côté de Lafrenière, je comprends juste pas les gens là, qui veulent déjà l'étiqueter comme un bust. C'est un joueur qui a du talent énormément. Il faut juste qu'on lui donne l'opportunité de jouer avec des meilleurs joueurs que qu'est-ce qu'il joue présentement, puis il va le démontrer. Mais tu sais, présentement, il fait pas mal à l'équipe. Il a déjà 22 points. Pour un gars qui joue sur une 3, c'est pas si big que ça. Ma montée de l'interminé. c'est correct. Sinon, je pense pour moi qu'est-ce qui va conclure les transactions. Tu sais, le reste, là, c'est pas des gros trades là, qui ont eu lieu. T'as un petit peu, on a passé à côté d'un gros trade. Mais lui, ce qui a eu lieu, je pense que c'est pas à date limite Bon. qu'il y a eu lieu le trade de Giordano. Non, Non, c'est ça, c'est c'est la journée d'avant, mais je veux quand même qu'on en parle parce que c'est le seul gros move vraiment qu'on a fait du côté des Leafs. On était allé chercher Mark Giordano pour Colin Blackwell. On a donné un choix de 2 en 2022, un choix de 2 en 2023 et un choix en 2024, là, un choix de 3e ronde. Évidemment, ça va faire du bien en défensive là, du côté des Leafs. Oui. La question que je me pose, est-ce que c'était vraiment le réel problème? Ça, on verra bien. Sinon, on a sacrifié également Travis Dermott. On l'a envoyé du côté des Canucks. Et le bloopers également de cette journée-là, c'est que les Leafs ont signé un gardien finlandais dont j'oublie le nom,
et les Coyotes qui l'ont ramassé d'en face parce qu'évidemment, il fallait qu'ils passent au balotage avant de rejoindre l'équipe. Et les Ducks qui ont fait, pas les Ducks, mais les Coyotes qui ont fait nope, tu t'en viens avec nous autres. C'est le mien! Carl Dubas qui s'est fait voler son gardien de but. Ouais. J'ai trouvé ça quand même assez comique. Là. Mais en même temps, je veux pas qu'on s'éternise trop sur Giordano parce que j'ai une question dans mon segment sur réception qui va toucher un petit peu ça. J'en parlerai tantôt. Moi, je pense que c'est une très bonne transaction du côté de Toronto. Bon, parfait. Donc, on va s'en tenir là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi on n'en dit pas plus, parce que j'ai une question là, par la suite pour ce réception. Mais avant d'aller dans ce segment-là, est-ce que tu avais des questions? T'avais-tu des mentions d'arabe? J'ai des mentions d'arabe, mais moi, je vais t'en parler de 2 rapides qui s'est passé. Non, encore une fois, pas la journée de transaction. On a probablement parlé parce qu'on n'a pas fait de podcast depuis un petit bout, mais la transaction de Claude Giroux aussi, il faut en parler. Là. Je pense que c'est une grosse transaction. On a quand même donné beaucoup pour Claude Giroux au niveau des Panthers, mais je pense que cette année, c'est l'année des Panthers qui sont allés chercher, écoute, Robert Hagg aussi tout de suite après. Donc, les Panthers qu'on a vu contre le Canadien à soir gagné 4-3 d'ailleurs, une très bonne performance canadienne encore. D'ailleurs, les Canadiens qui ont fait la vague et les partisans ont fait la vague en 3e. Même s'ils perdaient, c'est quand même assez drôle. Mais non. Fait que c'est simple de dire que ça, il fallait que j'en parle. Puis aussi, les Bruins, quand on dit des fois que les Bruins ont toujours une échange par année, mais une bonne. Donc, on a cherché Hampus Lindholm aussi du côté des Bruins. Et qu'on a signé pour 8 ans par la suite. Vraiment beaucoup de stock. Là. Choix de première ronde en 2022, choix de deuxième ronde en 2023, choix de deuxième ronde en 2024. Urso Vakokalainen aussi, puis John Moore, qui est, je pense, juste le contrat. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est beaucoup de stock aussi. Donc, il y a eu beaucoup de transactions le 21, comme on n'a pas habitué. Mais aussi des grosses transactions se sont faites là, les 2-3 jours avant. Là. Du côté des Panthers, c'est pas compliqué, on s'est mis all-in. Là, si on regarde les 3 prochains repêchages, cette année, ils ont seulement un choix mettons, si on regarde dans les 3 premières rondes, cette année, ils ont juste un choix de 3. L'an prochain, ils ont juste un choix de 2. Et en 2024, ils ont juste un choix de 3. Donc, la fenêtre est pas mal là du côté des Panthers. Il faut bien performer. Parce que s'il fallait qu'on s'écrase dès l'an prochain ou en 2024, on se retrouve pas de choix de première ronde, pas de choix de 2. Ça va mal pour rebâtir une équipe. Par contre, le point positif du côté des Panthers, c'est qu'on a quand même des bons jeunes joueurs qui sont présentement avec l'équipe, mais il y en a d'autres également qui s'en viennent. On a Anton Lundell là, qui a connu une belle saison recrue cette année avec les Panthers, entre autres. Mais sinon, il y en a d'autres également là, qui devraient s'en venir sous peu. Donc, au moins, on n'est pas trop mal pris. Puis, on a toujours le noyau de Barkov, Huberdeau également qui va être là. Il y a Reinhardt aussi. Donc, on a des jeunes joueurs, des jeunes vétérans, si on veut, parce que c'est quand même des joueurs qui sont rendus déjà là, à 25-26 ans, mais ils sont vraiment dans leur prime présentement. Donc, c'est là qu'il faut que ça se passe du côté des Panthers. Du côté des Bruins, bonne transaction aussi avec Lindholm. C'est un bon défenseur. On a payé cher pour, mais le fait qu'on a réussi à le signer pour 8 ans par la suite, ça fait en sorte là, que ça vient de prendre tout son sens. Là. J'imagine la paire, là, Lindholm, McAvoy ensemble, là, ça va être quelque chose. Les Bruins vont être encore difficiles à battre défensivement. Là. Non, effectivement. Moi, je vais juste ajouter peut-être une autre mention honorable. C'est à la gardienne de but, Eve Gascon, qui a joué son premier match dans la LHJMQ. A perdu son match, mais il y a des faits saillants qui passaient sur les réseaux sociaux pour réaliser quelques beaux arrêts. Et elle va jouer, si je ne me trompe pas, en fin de semaine contre les Remparts au centre Vidéotron. Donc, elle a été rappelée aujourd'hui. Donc, elle va jouer là, devant une grosse foule. Donc, ça va être vraiment trippant pour elle. Puis, je suis vraiment content pour elle qu'elle continue à briser les barrières au niveau du hockey. Et on va souhaiter la meilleure chance. Ce serait le fun qu'elle aille chercher une belle victoire devant une bonne foule là, au rempart. Mais on va souhaiter que ça va se produire là, pour Eve Gascon. Oui, puis qu'est-ce qui est le fun avec le dossier de Eve, qui était aussi dans mes mentions d'arabe. Merci de l'avancer d'avance. Je pense que c'est le fait que c'est pas juste un match. On n'a pas voulu faire plaisir à la foule ou à une femme en particulier. On a vraiment vu le talent chez cette petite fille-là. Puis présentement, on lui donne une chance de garder les buts plus qu'une fois. Puis ça, je pense que c'est un gros avancement dans le hockey. Pour l'avoir entendu dans une couple de médias, là, c'est une fille qui veut jouer avec les hommes, mais qui comprend que son rôle avec les femmes devrait venir dans une couple d'années, mais qui veut changer les choses. Puis écoute, bravo. Juste bravo à l'organisation aussi des Olympiques, là, parce qu'ils n'ont pas peur de faire ce qui sort de l'ordinaire, mais pas parce que c'est une fille, parce qu'elle a du talent. Puis bravo. Moi, je suis content. Elle a été encore rappelée aujourd'hui, comme tu disais. Là, ils vont jouer contre elle va jouer contre les Remparts en fin de semaine. Donc, je suis vraiment content de voir ça. C'est le fun de voir que ça se passe ici en premier. Puis c'est le fun de voir aussi que les femmes ont de plus en plus leur place.
Avoir été aussi occupé en fin de semaine, je pense que j'aurais été à ce match-là, maudit. Mais Ouais, ça sera on est partie tous pas mal remise, occupés. malheureusement. C'est ça. Fait qu'écoute, j'ai quatre mentions honorables, puis un que c'est ça encore, comme d'habitude. Donc, mon premier mention honorable, c'est Roman Yossi, je pense, qui a une incroyable saison, 78 points cette année. Donc, la dernière fois qu'un défenseur a eu 100 points, c'est Brian Leach. Ça fait quand même très longtemps. Et là, on pourrait avoir un Cale Makar et un Roman Yossi aussi qui pourraient avoir 100 points cette année. Ce qui m'impressionne le plus, je crois, c'est qu'une équipe aussi défensive que Nashville depuis tant d'années ait un défenseur avec autant de talent. Et écoute, c'est pas compliqué. Là, dans les 3 derniers matchs, c'est 3 points par match. 3 passes, 3 passes, 3 passes. 3 passes contre Toronto, 3 passes contre Philadelphie, 3 passes contre Pittsburgh. Donc, c'est un joueur qui ne cesse de m'impressionner. 31 ans, ne cesse d'être dans le positif. Donc, je pense que c'est un gros circuit que Nashville a signé il y a longtemps. Mais c'est le fun à voir pour un défenseur que j'ai été au hockey. Là. Impressionnant, Romagna aussi cette année. Donc, c'était une mention honorable que j'avais. Excellent. Donc, si tu es prêt, on passerait au segment sur réception. Moi, tu as autre chose avant qu'on y Ouais, aille? ouais, rapidement. Vas-y. Moritz Seider, je ne sais pas si tu l'as vu détruire Andrei Burakovsky. Ah, écoute, j'ai eu à peu près 12 messages. J'ai fait un petit pas retweet, mais un petit T'as follow failli en sur mon avoir un Facebook. 13e de ma, Ah de ouais, ma sur part. mon Facebook, écoute, puis ça l'a pleuré de messages en privé en disant le prochain, c'est le prochain, il est malade, on l'aime tout. Écoute, incroyable, quelle mise en échec. Fait que fallait que je le dise, c'est quand même un joueur de 3, fait que fallait que je le dise. C'est sûr, certain. Non, mais avec raison, C'est parce que certain. c'est vrai qu'il est le fun à voir aller. Puis, tu sais, c'est surtout son jeune âge, puis avoir autant de confiance, puis Oh mon d'assurance, Dieu, puis de incroyable. détruire du monde de même, là, c'est juste Ah, fort. je pense qu'il va être dû pour la recrue de l'année. Là. Je pense que les sujets sont de moins en moins. Mais non, ça va être Michael Bunting qui va gagner. Hey, là, j'ai eu la misère à valer qu'il a pris ça l'année prochaine. Tu ne me donneras pas Bunting cette année encore en plus. Et bah, bah. Puis là, qu'est-ce que c'est ça de la semaine? C'est pauvre Michael McNiven. Ben Pauvre oui, toi, il se Michael fait échanger contre des McNiven. affaires qui n'existent même pas, ça va Il se bien? fait échanger aux Flames le 2 mars par Montréal et ça fait rééchanger à Ottawa par Calgary le 21. Et les deux deals, c'est pour des considérations Oh, futures. c'est pour des considérations futures. Donc, on a peut-être voulu avoir des bâtons Sherwood ou des bâtons CCM, chacun des deux équipes. Oh, que c'est de valeur. Je trouve ça tellement dommage pour lui, mais c'est un que c'est ça que des fois, quand on n'est pas à bonne place au bon moment, le pauvre Michael McNevin. Donc, c'était mon que c'est ça de la semaine. Donc, allons-y maintenant pour le segment sur réception. J'ai 4 belles petites questions qui touchent semi le trade deadline et semi ce qui s'en vient pour le reste de la saison et cet été. Donc, allons-y avec la première question. On sait que le Lightning a fait quand même quelques acquisitions intéressantes en Hagel, entre autres. Là. Puis je pense qu'il a marqué en plus ce soir là, dans le match là, contre, je pense que c'est Boston qui jouait. Ouais, il a marqué son 22e de l'année. Quand même incroyable pour un joueur que le Canadien avait invité à son camp de développement puis qui n'ont juste pas donné de contrat. Puis avec qu'est-ce Ouais. que le Tempo ont donné pour, on s'est dit aïe aïe aïe, si le Canadien avait pu avoir ce flair-là, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bref, pour revenir à ma question, on sait que le Lightning a quand même bougé, a fait des transactions pour améliorer leur équipe. Les Panthers sont allés chercher des gros morceaux en Claude Giroux et Ben Sherratt. On attend avec impatience les séries pour voir si ces deux équipes-là vont s'affronter en série. Si ça devait arriver, selon toi, qui aurait le dessus dans cette série-là? Il faut que ça soit la Floride. Faut que ça soit la Floride. Écoute, Guy Bouchard en parlait un peu avant le match canadien-RDS. Là. Si ces deux équipes-là ne s'affrontent pas après leur première série, là, s'ils ne s'affrontent pas en conférence, mettons, là, ça va être une catastrophe pour le hockey. Là. Ça serait probablement la finale avant la semi-finale et la finale. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je pense que Tampa Bay, à chaque année, avec Julien Brisebois, va chercher des bons joueurs. Mais je vais prendre pour la Floride. Je suis plus capable de Tampa Bay. Je déteste Kucherov. Je pense que c'est un nouveau sport pour moi, l'haïr. Mais c'est comme ça. Je suis pas capable. Fait que malgré tout le talent et toute l'affection que j'ai pour les joueurs qui jouent à Tampa Bay, les Stamkos de ce monde, j'adore Vasilevski aussi. Le seul avantage, je pense, que Tampa Bay a sur la Floride, ça va être dans les buts. Si Spencer Knight ou Bobrovsky peuvent sortir des bonnes séries contre Tampa Bay, on va probablement être capable de les passer. Il ne faut pas oublier les passer, c'était serré. Si ça n'aurait pas été Vasilevski la semaine passée, les Floride passaient parce qu'il avait joué beaucoup mieux que le Lightning. Et je pense que c'est pour ça que le Lightning est allé chercher un gars comme Hagel puis il a fait une couple de transactions pendant la période des échanges.
Mais la question est franche et simple. Si les deux s'affrontent, il faut que la Floride passe. C'est 100%. Moi, je vais y aller avec Tampa pour la raison que tu viens de mentionner. Vendu! Non, non, hey, c'est pas par gaieté de cœur que je dis Tampa, Ouais. mais je ne trosse pas Bobrovski devant le filet en série. C'est mon gros point d'interrogation. Exact. Puis du côté du Lightning, on a encore Vasilevski. Puis on a encore une très bonne équipe du côté de Tampa. Fait que, malheureusement, je dis Tampa Bay, mais j'aimerais ça que ce soit les Panthers qui passent, par Écoute, exemple. la seule statistique qui me donne en faveur que peut-être les Panthers, malgré un moins bon rendement de leur gardien de but, ça serait le différentiel de but pour et but contre. 74 pour le niveau de la Floride, puis seulement plus 30 au niveau de Tampa Bay. Donc, je me dis, est-ce que la Floride est capable de out-goaler le goaler Vasilevski? Peut-être, mais écoute, moi, la seule raison pourquoi je voyais que Tampa Bay passe Floride encore, ça va être à cause du gardien. Puis, il ne faut pas l'oublier, là, dans cette division-là, dans l'Atlantique, il n'y a rien de fait. Là. Les équipes sont prêtes à jouer, mais Floride a 90 points, Toronto 85, Tampa Bay 84, puis Boston a 83 points. Donc, cette conférence-là va être assez intéressante à voir dans les séries. Puis je pense que peu importe qui va affronter Floride ou Tampa Bay en première ronde, ce ne sera pas non plus de la tarte pour Floride et Tampa Bay. Il n'y a rien qui est donné à Tampa Bay contre Boston, puis il n'y a rien qui est donné contre Floride contre Toronto ou Boston non plus. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ma deuxième question, on va rester dans l'Atlantique et encore le portrait des séries. Et c'est la question que je voulais te poser tantôt, que je ne voulais pas trop qu'on parle du trade de Giordano. Parce que ma question est tout simplement, est-ce que Toronto en a suffisamment fait au trade deadline pour se permettre un long parcours en série versus ce que Boston a fait, ce que Tampa a fait, ce que Floride a fait? Si on se fie au classement présentement, ils vont affronter qui? Donc, c'est 2 contre 4 ou c'est 1 contre 3? Je pense que c'est Tampa, si je ne me trompe pas. Mettons, c'est 1-4 puis 2-3. Si ça commençait aujourd'hui, c'est Tampa qui jouerait. Donc, Floride jouerait contre probablement Washington. Parce que, à moins que Caroline en fait, les deux équipes ont pratiquement la même fiche, mais je pense que Floride jouerait Washington. Après ça, Hurricane jouerait Boston. On aurait Pittsburgh Rangers puis Toronto Tampa Bay. Je pense que c'est la seule raison pourquoi ils ne pourraient pas passer la première ronde encore, c'est qu'ils vont jouer probablement les gagnants de la Coupe Stanley l'année passée. Donc, je pense qu'on a fait bien du côté de Toronto. On a déjà un bon différentiel de plus et moins au niveau des buts contre buts pour. Je pense qu'on joue quand même bien à l'extérieur, ce qu'ils ne faisaient pas avant Toronto d'ailleurs. J'ai jamais eu une fiche vraiment gagnante à l'extérieur. Cette année, c'est quand même bon. Puis on commence une série de matchs à l'extérieur présentement. Mais écoute, c'est dur. Ça va être difficile. Moi, je pense qu'on a fait assez pour essayer d'aller loin. Je pense que malheureusement, on va peut-être pogner l'équipe qui va nous faire mal en première ronde encore. Parce que je pense pas qu'il va y avoir un upset comme le Canadien a fait l'année passée. Là. Je pense pas que ça va être de cette façon-là qu'on va perdre au niveau de Toronto si on perd en première ronde. C'est parce qu'on va avoir été pas dominé, mais on va avoir joué un 6 ou 7 gros matchs versus une équipe qui va probablement rendre se rendre proche de la finale de la Coupe Stanley. Là. Ma réponse, c'est non. Ils n'en ont pas fait assez parce qu'ils n'ont pas réglé la maudite situation devant le filet. Et on a envoyé Peter Mrazek au balotage. Jack Campbell, est-ce que c'était juste le temps d'un printemps ou s'il est vraiment legit? On ne le sait pas. La pièce que ça aurait pris au livre, c'est Marc-André Fleury. C'est ça qui leur manquait comme pièce. Puis encore là, c'est rien de garanti que tu vas aller loin en série parce que Tampa et Floride sont tellement forts. Là. Ils ont deux alignements assez incroyables. Puis même Boston, qui ont le numéro pas mal des Leafs aussi. Fait que, malheureusement, je pense que les Leafs, évidemment, ils ont tous les raisons du monde d'essayer. Ils ont essayé, ils ont amené Giordano, c'est un gars qui avait beaucoup de leadership, un gars qui va stabiliser la défensive. Mais ça va passer par Campbell. Il faut que Campbell soit solide parce que sinon, ça va s'écrouler assez rapidement pour les Leafs. Ouais, je suis d'accord. En même temps, on donne pas beaucoup de crédit aux gardiens. Tu sais, non plus. Là, en série, oui, le gardien est important, mais ça dépend de ton attaque aussi. Là. Puis l'année passée, l'attaque a été menottée. Donc, ça va être une grosse commande. C'est sûr que peu importe qui va jouer contre Toronto, c'est le meilleur gardien du monde présentement, Vasilevski. Là. Donc, c'est sûr que ça va être difficile. Troisième question. Dans les dernières semaines, on a vu Thomas Hertl signer un long contrat avec les Sharks de San Jose. Donc, ça prive les 31 autres équipes de la LNH parce que c'est un joueur qui allait tomber joueur autonome sans compensation cet été.
Il y en a un autre également qui pourrait tomber joueur autonome sans compensation et qui pourrait être convoité par plusieurs équipes, et c'est Philippe Forsberg. Selon toi, est-ce que Nashville le signe ou si on va le voir sur le marché cet été? Moi, je pense qu'il va checker pour le marché. Pourquoi? Parce que Nashville a fait une bonne saison cette année, mais je ne garantis pas une autre saison comme ça l'année prochaine. Je pense que c'est un peu une équipe Cendrillon cette année, là. Matt Duchesne s'est réveillé, Philippe Forsberg s'est réveillé, Ryan Johansson aussi se réveille, Granlund va bien. Donc, je pense que malheureusement, tous les astres sont alignés cette année pour avoir une bonne saison. Mais je pense que d'un joueur comme Forsberg va probablement tester le marché. Risque de signer quand même un gros contrat ailleurs. Ce n'est pas un gars qui est vieux, malgré que ce n'est pas une jeunesse à 27 ans. Mais c'est un gars qui peut apporter quand même beaucoup de points au tableau, même si dans les. Je te dirais on va oublier 2021-2022, mais mettons 2019-2020, ça n'a pas été des super années, malgré qu'il se rapproche toujours d'un point par match. Le seul point négatif que je verrais à Johansson, puis pourquoi il signerait peut-être à long terme avec Forsberg, excuse-moi, puis qu'il signerait à long terme, c'est que c'est peut-être pas un game changer dans une équipe. C'est un gars qui va apporter beaucoup, mais je pense que c'est jamais un joueur de premier plan. Ça va dépendre de lui. Ça va dépendre Il y a pourtant tester, quand même 35 buts cette année. Il y a toute une saison, Forsberg. Non, je sais, ça je te dit, il y a une grosse saison, mais c'est pas. En tout cas, moi, je le vois. Tu sais, quand j'entends parler de Nashville, tu parles jamais de Philip Forsberg. Tu parles de Yoman Rossi, tu parles de Matt Duchesne, en tout cas cette année, en tout cas. Là, tu parles en temps, c'était Picorenin. Fait que même cette année, c'est aussi Jarros que tu vas parler le plus. Mais moi, je pense qu'il va tester le marché. Puis moi, je pense que Nashville doit le signer à long terme, par exemple. Si Nashville est capable de le signer avec un contrat qui a du sens au niveau de l'organisation puis de lui, go! Parce que c'est un joueur qui va probablement avoir une expansion à chaque année. C'est un joueur qui va continuer à être meilleur d'année en année. Mais moi, je pense qu'au niveau de son agent, on va probablement tester le joueur de marché. Du côté de Nashville, leur bonne saison le tire un petit peu dans le pied, malheureusement, à David Poile, parce que Exact. là, tu es comme obligé de garder Forsberg vu que tu es en push pour les séries. Fait que tu ne peux pas l'échanger. Et tu risques de le perdre pour absolument rien à la fin de la saison. Moi, j'ai de la misère à croire que David Poile va le laisser aller. Je pense qu'il va lui présenter l'offre sur la table que Forsberg n'aura pas le choix de signer parce que ça va être une offre à l'échange. Je ne vois pas Nashville laisser aller. Il faut pas. Comme Forsberg, il a 35 buts cette année. Je veux dire, Oui. c'est une équipe qui marque déjà pas beaucoup de buts à la base normalement, à part peut-être cette année que c'est un peu exceptionnel. Là. Mais tu ne peux pas laisser aller ton meilleur marqueur comme ça sans rien avoir en retour. Mais en même temps, comme j'ai dit, leur bonne saison vient un peu les menotter parce que s'ils étaient en bas, dans le bas du classement présentement, ça aurait été la plus grosse pièce qu'on voitait cette année, puis ils auraient pu aller chercher la lune pour. Mais là, le fait qu'ils sont dans la course pour les séries, exact. Ça les aide vraiment pas, mais non, moi je pense qu'il va rester à Nashville. Je vois pas David Poile le laisser aller de même. Ça aurait été toute une roche à la face des partisans à dire bon, on échange Philippe Forsberg, mais on est en quatrième position dans la centrale. Ouais. Donc, comme je te dis, je pense que la mauvaise saison fait mal. On aurait probablement été chercher des gros choix repêchage au niveau de Nashville. Pour m'en dire que c'est une année exceptionnelle parce que quand McCarron joue 41 parties dans ton équipe, dans ma tête à moi, tu es en reconstruction. Mais, mais il a son utilité, il jette les gars. Il va bien cette année, là, 11 points. Moi, un choix de première ronde du Canadien, c'est parfait. Dernière question, et là, ça va prendre tes talents d'analyste pour répondre à cette question-là. Présentement, on a quelques joueurs qui pourraient atteindre la barre des 50 buts cette année. C'est rare qu'on a quand même autant de candidats. On a Matthews à 46, on a Draisaitl à 42, Kreider 42 également, Ovechkin 40. Et je vais ajouter Connor qui est à 39. Là. Oui. Mais selon toi, dans ces 5 joueurs-là, il y en a combien qui vont le pogner le 50 buts cette année? C'est en moyenne, 18 parties à jouer? Pour la majorité des équipes. Kreider, le Draisaitl ont joué tous les matchs. Fait que ce sont les 4 rencontres, ce sont les 5e à soir. Avec Edmonton. Il reste en moyenne une quinzaine de rencontres environ par équipe. 16-17 games à peu près par équipe. Écoute, Matthews va l'atteindre, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Certain. Kreider, je crois qu'il est capable de le faire. Draisaitl, je ne serais pas surpris parce que le calendrier de Edmonton pour les 2-3 prochaines semaines n'est pas super difficile. Ovechkin, c'est là que je commence à hésiter. J'y souhaite parce que ça serait encore une autre saison de 50 buts. Par contre, Ovechkin, il va probablement y offrir un plateau d'argent avec des rondelles dans son spot 12 fois par game pour essayer de le faire. Écoute, ça serait exceptionnel d'avoir 5 joueurs à 50 buts, mais je vais y aller pour 4.
Donc, tu penses que, probablement que tu penses que Matthews, Draisaitl, Kreider, Ovechkin pognent le 50. Ouais. Je vais y aller avec 3, moi. Je vais y aller avec Bon. Matthews, Draisaitl, Kreider. Ovechkin, je pense qu'il va peut-être finir genre à 47-48, là, juste pour dire qu'il va rater le plateau. Mais quand même, 3 marqueurs de 50 buts, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça, Ouf, oui. si je ne me trompe pas. Là, donc, ça serait quand même incroyable. Tu sais, Matthews, il est à 4, donc c'est sûr que lui va l'atteindre. Draisaitl, Il peut en faire 3 dans le même soir. Draisaitl, les Oilers, il leur reste quoi? Là? Ils ont 64 matchs, donc 18 matchs à jouer. Il marque à peu près aux 2 matchs. Fait que ça aurait de l'allure de dire qu'il va Il y a l'atteindre. un but à soir, 43e. Fait que, en plus, fait que Kreider, lui, c'est pas mal lui qui marque les buts du côté des Rangers. Donc, ouais, je vais aller avec un 3 en 5 là-dessus. C'est bon, on va laisser ça sur le dos d'Ovechkin. Va-t-il battre le record de Gretzky dans ce forêt? Oui, ça, c'est le point, c'est 3 ou 4. On va voir ça plus tard. On se tiendra au courant d'ici la fin de la saison pour voir si cette bête-là. Bonne question à revenir à la fin de la saison, ça, j'aime ça. Ouais. Il y en a une couple, là, notre finale Islanders à Colorado. Là, ça tire de la, Je ça pense tire que de la celle-là, patte on un peut peu. la finir. Ça, je pense qu'on a mieux de t'en parler jamais. Ça Ouais, arrivera. c'était pas notre meilleure, celle-là, malheureusement. Ben, on Et a on remontait, Colorado, par là, exemple. eux, ils risquent de se rendre, là, mais Ouais. les Islanders, je pense qu'on peut oublier le projet, Ils ont malheureusement. remonté, par exemple, pour une équipe qui était 31e après Ouais, puis ils ont 22 gagné à matchs. soir contre les Red Wings, donc mes sympathies pour cette défaite. C'est ça, là, ils vont tomber 22e cette année. Là. Ils sont quand même, dans toute la Ligue nationale, je parle, le 22e. Fait que, pour une équipe qui a commencé quand même assez loin dans la chaloupe, là, ça à l'avance. Puis écoute, les équipes en avant d'eux autres pourraient rattraper Vancouver à 70 points quand même cette année, faisant dans le top 20. Pour une Écoute, équipe qui était. sont juste à 17 matchs du dernier, du dernier poste pour faire les séries. Mais ils ont 4 points, matchs ouais. en main sur par exemple, les Caps, qui est l'équipe qui occupe la dernière place là, pour faire les séries. Ouais. Fait que, admettons qu'ils gagnent ces 4 matchs-là en main. On est rendu à 71 points, on est rendu à 9 points. Ouais, ça serait toute une. Ça serait fou, là. Mais Ça ouais, n'arrivera pas, ça serait fou. le fait qu'il reste rien que 20 matchs, par contre, ça vient compliquer un petit peu les choses. Mais écoute, puis, ça, je pense qu'on en parlait du côté des Islanders. Là. C'est peut-être une finale avant de finir le podcast, mais je pense que le fait d'avoir joué 24 rencontres sans avoir été à la maison, là, Ouais. ça a fait mal. Fait que je pense que la Ligue nationale va remédier à une autre situation si jamais ça arrive. Puis de toute façon, ça ne pourrait pas être pire que les prochaines vont jouer devant peut-être 3500 ou 4000 si c'est à moitié plein. Un building de 5000. Donc, Oh. écoute, c'est dommage pour les Islanders, mais je pense que c'est partie remise pour l'année prochaine. On a quand même eu des acquisitions aussi pendant la période de transaction, mais je pense que cet été, ça va bouger un peu plus. Donc, Stéphane, c'est ce qui met fin à notre épisode numéro 19. La semaine prochaine, ne manquez pas ça la semaine prochaine parce que lundi prochain, on va faire un podcast. On va recevoir Mathieu Vachon qui va être officiellement notre première entrevue là, de l'année. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Yes. Mathieu qui couvre les activités des Lions de Trois-Rivières. Donc, ça va être intéressant de parler avec lui de l'an 1 des Lions. Mais la raison surtout pour laquelle que je l'amène au podcast, c'est qu'il va sortir un livre en avril. Je pense que c'est dans le coin du 20, si ma mémoire est bonne, dans ce bout-là. Un livre sur le hockey junior où il mentionne des histoires là, concernant les coulisses du hockey junior. Donc, ça peut être assez intéressant pour les amateurs là, de hockey junior. Et je vous mentionne dès là sur le podcast que je vais en faire tirer une copie là, pour les personnes sur la page de hockey sur demande. Donc, si vous voulez gagner votre copie, eh bien, je vais vous indiquer de toute façon là, sur la page là, quoi faire là, pour gagner cette copie-là. Donc, je vous invite à suivre ça. Donc, on va recevoir Mathieu lundi. Très hâte de discuter avec lui. Là. Déjà que moi, je suis un fervent amateur de coulisses du hockey et tout ça. Fait que c'est un livre qui vient un peu me chercher directement. Là. Donc, très hâte de voir. Je vais m'en prendre une copie, moi, avec. Je vais lire ça, c'est certain. Donc, surveillez ça. Et sinon, ben nous, on va se dire à la semaine prochaine dans ce cas-là. Ah, t'as vu, vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, Pasternak, 3 buts, rendu à 36. Oh! Pastock est en feu présentement. Ouais, tout le monde. Bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour ce fameux podcast avec Mathieu. En attendant, eh bien, amusez-vous bien en regardant du hockey ce week-end parce qu'il y en a partout. D'ailleurs, les amateurs de la Ligue nord-américaine, les séries qui commencent en fin de semaine, ça va jouer du gros hockey robuste. Donc, on mettra le lien dans le podcast qu'on est à voir. Oui, je préfère ça. Oui, mais écoute, plus d'éditions, plus d'histoires, ça faut avoir des auditeurs. Ça sent rien, ta affaire, je t'ai dit. Je prends ta suggestion en note, Stéphane. All right. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde, bonne semaine.